Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle affaire aussi troublante que glaçante. Avant de plonger dans cette histoire, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à continuer ce travail. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un couple en apparence ordinaire. Lui, un riche entrepreneur, habitué au confort, à la réussite, au pouvoir. Elle, une professeure de danse, douce, gracieuse. Ils se rencontrent, ils tombent amoureux. Et très vite, ils se marient. Mais ce mariage, aussi précipité que passionné, n'était pas du goût de tout le monde. Les enfants de l'homme d'affaires avaient supplié leur père de prendre du recul, de ne pas s'engager à l'aveugle. Mais il n'a rien voulu entendre. Il a écouté son cœur, pas son instinct. Ce qu'il ignorait, c'est que derrière les sourires et les pas de danse se cachait quelque chose de beaucoup plus sombre. Une vérité tapie dans l'ombre, et quand elle s'est révélée, il était déjà trop tard. Préparez-vous à découvrir une histoire d'amour qui s'est transformée en cauchemar. Alan Helmick a vu le jour en 1946 au cœur du Colorado. Un gamin du cru, passionné de sport, qui passait ses journées à taper dans une balle de baseball comme si sa vie en dépendait. Rien ne laissait présager que ce garçon plein d'énergie allait un jour se retrouver au cœur d'une histoire que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Après ses études, Alan a suivi le parcours classique du rêve américain. Il a épousé Sharon, son amour de jeunesse, rencontré au lycée. Une romance qui avait tout d'un conte de fées. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, 3 filles et un garçon. Une jolie tribu, soudée, stable. Alan, lui, n'a pas traîné pour faire son trou dans le monde des affaires. Il a lancé une agence immobilière, puis s'est diversifié. Commerce de détail, automobile, tout lui réussissait. Grâce à son flair, il a pu offrir à sa famille un train de vie confortable, de ceux qu'on regarde avec envie ou jalousie. Sharon, elle, s'est consacrée à son foyer, une épouse discrète, aimante, dévouée à ses enfants et profondément attachée à son mari. Leur mariage a duré 30 ans, 30 années d'un bonheur presque trop parfait. Jusqu'à cette nuit glaciale de fin décembre 2003, c'était la veille du Nouvel An. Alors que tout le monde s'apprêtait à célébrer l'arrivée d'une nouvelle année, Alan, lui, venait de tout perdre. Sharon s'est effondrée, foudroyée par une crise cardiaque, sans signe avant-coureur, sans avertissement. Juste comme ça. Comme si le destin avait décidé soudainement de briser l'équilibre. Pour Alan, ce fut un cataclysme, une déflagration émotionnelle. Il avait rencontré Sharon à 14 ans. Elle était son pilier, son repère, son premier amour, et le dernier. Alors forcément, après sa mort, il a sombré. Chagrin, dépression, silence. Même 2 ans plus tard, en 2005, la douleur ne l'avait pas quitté. Elle s'était installée, sourde, insidieuse. Alors, pour tenir bon, Alan s'est accroché à ses enfants. Il leur a donné tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il lui restait. Et puis, il a aussi voulu accomplir un rêve à elle. Sharon avait toujours voulu faire de la danse de salon. Un truc romantique, léger, qu'ils auraient pu partager ensemble. Mais la vie, ou plutôt la mort, ne leur a pas laissé cette chance. Alors Alan, par amour, ou peut-être par culpabilité, s'est inscrit à des cours, à Grande Jonction. Et c'est là, justement, que les choses ont commencé à basculer. Car c'est là qu'il a croisé le regard d'une certaine Miriam Giles, 48 ans, originaire de Floride, tout juste débarquée au Colorado. Miriam était professeure de danse. Tout comme Alan, elle portait en elle les cicatrices de pertes douloureuses, et même de plusieurs tragédies. En 2000, sa fille de 23 ans était décédée d'une overdose de médicaments. Sa mort avait été classée comme un accident, mais son mari, incapable de surmonter cette perte, s'était suicidé en se tirant une balle, alors que Miriam dormait juste à côté de lui. Elle a confié cette histoire à Alan, et lui, il a tout de suite été bouleversé. Il savait exactement ce que ça faisait, cette douleur, ce vide, ce silence assourdissant après la disparition d'un être aimé. C'est ainsi que leur histoire a commencé. Quelques semaines de conversations, de rendez-vous, de regards complices. Et Miriam a fini par emménager chez Alan. Ils ont vécu ensemble pendant plusieurs années avant de se marier, en 2006. Ensemble, ils ont commencé à chercher une nouvelle maison. Miriam adorait les chevaux.
Alors Alan, toujours prêt à la combler, a accepté d'acheter un immense domaine avec suffisamment d'espace pour accueillir des écuries. C'est ce qui les a conduits à s'installer à Whitewater. L'endroit était parfait. Alan poursuivait ses activités professionnelles et son bureau se trouvait même plus proche qu'auparavant. Il couvrait Myriam de cadeaux. Il semblait profondément épris, prêt à tout pour la rendre heureuse. Absolument tout. Il est même allé jusqu'à lui offrir un studio de danse, tout près de la maison à Grand Junction, un rêve que Myriam caressait depuis des années, et peu importait que son comptable ait qualifié cette acquisition de mauvais investissement. Alan n'achetait pas un projet rentable, il offrait un rêve. Mieux encore, il l'a aidé à organiser un concours de danse pour l'inauguration officielle du studio. À ce stade, Alan dansait déjà plutôt bien, ce qui a permis de lancer une campagne promotionnelle ciblant les seniors, futurs élèves et clients du studio. De l'extérieur, il semblait être un couple amoureux, uni, heureux. Mais les filles d'Alan, elles, n'étaient pas rassurées. Elles avaient clairement dit à leur père de ne pas épouser cette femme. Ce mariage précipité, ce changement soudain dans la vie de leur père, tout cela les inquiétait. Pourtant, Alan paraissait sincèrement comblé, et Myriam, de son côté, avait l'air douce, attentive, presque idéale. Jusqu'au 30 avril 2008. À ce moment-là, cela faisait déjà 2 ans qu'ils étaient mariés. Ce jour-là, ils se sont rendus ensemble à un rendez-vous important, lié à une transaction immobilière. Malheureusement, Myriam ne se sentait pas bien. Tandis qu'Alan s'occupait des documents et signait les papiers, elle faisait plusieurs allers-retours aux toilettes, visiblement malade. Puis, elle est sortie sur le parking où Alan l'attendait dans sa voiture. Elle a voulu récupérer des affaires dans le coffre. Mais à peine l'avait-elle ouvert et fouillé quelques instants qu'elle s'est sentie mal à nouveau. Elle a couru dans le bâtiment, tandis qu'Alan l'attendait, toujours dans la voiture. C'est alors qu'il a remarqué de la fumée à l'arrière du véhicule. Il a coupé le moteur, pensant d'abord à des gaz d'échappement, mais la fumée s'est épaissie, elle est devenue noire. Inquiété, il est sorti de la voiture. Et là, il a vu les flammes. Le feu. Au niveau du coffre, il s'est précipité vers le bâtiment pour trouver un extincteur, et c'est là qu'il a croisé Myriam, qui portait un récipient. Elle y a versé de l'eau qu'elle allait puiser dans les toilettes pour tenter d'éteindre les flammes. Quelqu'un a appelé les pompiers. L'unité d'intervention est arrivée rapidement et a réussi à maîtriser l'incendie avant que le réservoir de carburant n'explose. En inspectant le coffre, Alan a découvert une corde brûlée, imbibée d'essence, plantée comme une mèche dans l'ouverture. Et cela, il l'a constaté avant même l'arrivée des pompiers. Ces derniers ont ensuite examiné le véhicule ainsi que l'emplacement sur le parking. Le verdict a été sans appel. L'origine du feu, c'était cette corde. Ce n'était clairement pas un accident mécanique. Ce n'était pas une défaillance technique. C'était intentionnel. Mais alors, qui aurait pu faire ça? Les pompiers ont évalué la scène, interrogé les témoins, étudié les moindres détails, et leur conclusion a été glaçante. À part Myriam, personne n'aurait pu avoir accès au véhicule à ce moment-là. Alan, lui, a refusé d'y croire. Il a assuré que c'était impossible. Myriam n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Il en était convaincu. Et pourtant, il a reconnu qu'il n'avait vu personne d'autre s'approcher de la voiture. Aucun inconnu, aucun rôdeur. Rien. Malgré tout, il a préféré s'accrocher à une autre idée. Peut-être une coïncidence, une méprise, une anomalie technique non détectée. Il l'a dit, mais avec un doute visible dans la voix, et l'affaire a été étouffée. Le couple a continué sa vie comme si de rien n'était. Malgré les soupçons, malgré ce malaise persistant, la routine a repris. Mais cette accalmie a été de courte durée, car peu après l'incendie, Alan est tombé malade. Tout le mois de mai, il est resté cloué au lit, affaibli, épuisé. Puis, en juin, son état s'est légèrement amélioré. Il a recommencé à bouger, à sortir un peu, malgré l'hypertension que les médecins lui ont diagnostiquée. Alan adorait le golf, et il attendait avec impatience de pouvoir retrouver le terrain, reprendre une activité normale, reprendre goût à la vie. Il semblait se rétablir, doucement. Pendant cette période, Myriam a continué à s'occuper de ses chevaux et à travailler dans son studio de danse. Mais du côté de la famille d'Alan, les inquiétudes ont commencé à monter. Ses filles ont remarqué quelque chose d'étrange. Depuis la fin du mois de mai, elles n'arrivaient plus à le joindre. Il ne répondait plus aux appels, ne rappelait pas non plus. Silence total.
L'absence de nouvelles a duré plusieurs jours, jusqu'au 4 juin 2008. Ce jour-là, Christine, l'une des filles d'Alan, a tenté de contacter sa belle-mère. Impossible de la joindre, elle non plus. Christine lui a alors laissé un message vocal. Elle disait qu'elle comptait venir rendre visite à son père, qu'elle voulait s'assurer qu'il allait bien. Mais une fois encore, aucun retour. Pas de réponse. Rien. Le 6 juin au soir, elle a renouvelé sa tentative. Elle a expliqué qu'elle essayait de le contacter depuis plus d'une semaine sans succès. 2 jours plus tard, le 8 juin vers 9 heures du matin, elle a une nouvelle fois appelé Myriam. La belle-mère n'a pas décroché. Christine a laissé un autre message vocal, suppliant qu'on transmette à son père qu'elle s'inquiétait énormément, qu'elle voulait le voir, qu'elle avait besoin de lui parler. Mais, comme à chaque fois, ses appels sont restés sans réponse. Il est vrai qu'elle habitait à proximité. On pourrait se demander pourquoi elle n'est pas simplement allée jusqu'au ranch vérifier par elle-même. Peut-être pensait-elle qu'elle exagérait. Peut-être espérait-elle encore une réponse, un simple message qui la rassurerait. Mais ce message n'est jamais venu. Le 10 juin 2008, vers 8 heures du matin, Myriam a quitté la maison. Elle s'est rendue dans un Walmart de la région, puis elle a contacté son entraîneur de chevaux. Vers 9 heures du matin, Myriam a appelé son mari et lui a laissé un message vocal. Elle lui a dit qu'elle l'aimait, qu'elle allait faire quelques courses, puis qu'elle l'attendrait dans un restaurant chinois, non loin de là. À 10 heures, Alan n'avait toujours donné aucun signe de vie. Myriam a alors tenté de le joindre une seconde fois, sans succès. Elle lui a demandé de la rappeler dès que possible. Puis, aux alentours de 11 heures, elle s'est rendue au restaurant comme prévu et a attendu. Environ 15 minutes plus tard, elle a composé son numéro pour la 3e fois. Toujours pas de réponse. Cette fois, elle était plus tendue. L'absence de réaction d'Alan l'inquiétait, mais elle commençait aussi à s'agacer. Elle ne l'a jamais retrouvé. Finalement, elle est rentrée chez elle, ses sacs de courses à la main. Elle n'a pas pu tout transporter en une seule fois, alors elle a dû faire plusieurs allers-retours entre la voiture et la maison. Ensuite, comme à son habitude, elle est passée par la buanderie en entrant par le garage. Mais en franchissant le seuil, quelque chose a immédiatement attiré son attention. Une poubelle renversée et une paire de jambes qui dépassaient dans le couloir. Myriam a vu son mari étendu au sol. Immobile, elle a lâché ses affaires. Elle a crié. Elle s'est mise à pleurer. Puis elle a saisi son téléphone et a appelé les secours. Elle a expliqué au standardiste qu'elle revenait des courses et qu'en rentrant à la maison, elle avait trouvé son mari mort dans le salon. Dès les premières secondes, elle s'est montrée étrangement sûre de ce qu'elle avançait. Alan était mort. Malgré cela, elle a accepté de suivre les instructions du téléopérateur pour prodiguer les premiers gestes de secours. Mais selon elle, c'était inutile. Alan ne répondait plus à rien. Une patrouille s'est rapidement rendue au domicile des Helmick. Les policiers ont trouvé Alan, 62 ans, allongé sur le sol. Sa femme se tenait à côté de lui. Selon le policier arrivé sur les lieux, Alan était froid au toucher et son pouls était inexistant. Sous sa tête, une large flaque de sang s'était formée. L'officier a aussi remarqué que plusieurs tiroirs de placard étaient ouverts et qu'une poubelle avait été renversée. En poursuivant l'inspection des lieux, les enquêteurs ont retrouvé au sol une douille de calibre 25. Très vite, l'hypothèse d'une mort par balle a été envisagée. Alan aurait été abattu. Lorsque Myriam a été escortée hors de la maison pour permettre aux agents de photographier la scène et collecter les preuves, quelque chose a frappé les policiers. La flaque de sang sous la tête d'Alan était intacte. Aucune trace de pas. Aucun signe de contact. Or, Myriam avait affirmé qu'elle avait pratiqué la réanimation, suivant les consignes du standardiste du 911. Mais elle était parfaitement propre. Ses vêtements ne portaient aucune trace de sang, pas une goutte. Et plus étrange encore, elle n'avait même pas marché dans la flaque, alors qu'elle prétendait s'être penchée sur son mari pour lui porter secours. Interrogée à ce sujet, elle a déclaré s'être lavé les mains après avoir tenté les gestes de premier secours. Mais le lavabo de la cuisine était propre et complètement sec. Pour les détectives, cela ne faisait aucun doute, elle mentait. Ils en étaient convaincus. Elle n'avait jamais tenté de sauver Alan.
Elle n'avait fait que simuler une intervention, au téléphone, juste pour les apparences. Et ce n'était pas tout. Son comportement a continué à inquiéter les policiers. Myriam faisait semblant de pleurer. Elle semblait plutôt jouer la tristesse, comme si elle tentait de mimer l'émotion, d'enfiler un masque. Lorsqu'elle a été emmenée au poste pour être interrogée, les soupçons n'ont fait que se renforcer. Elle s'est montrée calme, froide, détachée. Et puis elle a raconté sa version des faits. Selon elle, ce jour-là, tout avait commencé normalement. Myriam s'était levée tôt, avait préparé du café, qu'elle avait bu sur la terrasse avec son mari. Ensemble, ils avaient parlé des projets de la journée. Puis Alan était allé prendre sa douche. Et elle, de son côté, avait finalisé sa liste de courses avant de prendre la voiture pour faire les magasins. Une matinée ordinaire, disait-elle. Elle avait ensuite appelé son entraîneur pour chevaux. Celui-ci lui avait recommandé d'acheter des carottes pour les animaux, ce qu'elle avait fait. C'est seulement après cela, a-t-elle ajouté, qu'elle avait tenté de joindre son mari pour la première fois, mais il n'avait pas répondu. Ce silence de la part d'Alan n'était pas normal. D'ordinaire, il répondait toujours aux appels, et s'il ne pouvait pas, il rappelait dès qu'il en avait l'occasion. Mais cette fois, ni au deuxième appel, ni au troisième, il n'a donné signe de vie. Myriam a commencé à s'inquiéter et à s'agacer. Après ses courses, elle est rentrée chez elle, et c'est là qu'elle a découvert son mari gisant au sol, baignant dans son sang. Ne sachant pas ce qu'il s'était passé, elle a immédiatement appelé les secours. Elle a affirmé avoir suivi les instructions du standardiste et tenté une réanimation sans succès. Ce jour-là, selon ses dires, un membre de la famille était aussi présent dans la maison. Un jeune homme nommé Josh. Myriam a précisé qu'il séjournait chez eux depuis quelque temps, mais qu'il était parti très tôt ce matin-là, vers 6 heures, pour aller travailler. Étrangement, elle a beaucoup insisté sur lui. Elle a expliqué entretenir de bonnes relations avec toute la famille d'Alan, y compris ses filles. Mais la conversation revenait sans cesse sur Josh. Il vivait avec eux depuis plusieurs semaines, apparaissant par intermittence selon ses horaires de travail. On le voyait peu, car il avait sa propre chambre et utilisait une entrée secondaire dans une aile de la maison que personne d'autre n'occupait. Il avait presque son propre espace de vie, au rez-de-chaussée. Myriam a déclaré qu'ils ne se croisaient que de temps en temps, notamment lors des soins du soir aux chevaux. Elle ne l'avait pas vu depuis environ 4 jours. Et puis elle a glissé une remarque. Selon elle, Josh n'aimait pas vraiment Alan, mais elle n'a fourni aucun exemple concret pour appuyer cette impression. Sur le moment, ses propos n'ont pas semblé suspects. Mais les enquêteurs ont décidé d'approfondir. Ils ont retracé les déplacements de Myriam ce jour-là, et quelque chose a cloché. Elle avait fait beaucoup de trajets. Beaucoup trop. Ce n'était pas dans ses habitudes, et cela a éveillé les soupçons. Par exemple, elle avait traversé toute la ville juste pour acheter un sac de carottes, un seul, alors que cela n'était clairement pas suffisant pour nourrir tous les chevaux. D'autant plus que des carottes, elle aurait très bien pu en trouver au Walmart du coin, ou dans n'importe quelle autre épicerie plus proche. Pour les détectives, cela ressemblait à une tentative maladroite de se fabriquer un alibi, de justifier un long moment d'absence loin de la maison. Tous ces détails ont commencé à s'accumuler, et forcément, la principale suspecte, c'était elle. L'ensemble des incohérences, des comportements étranges, des fausses pistes, tout pointait dans la même direction. Le mobile, selon les enquêteurs, était probablement financier, mais quand on lui a posé la question, Myriam a balayé cette hypothèse. Elle a répondu qu'un contrat prénuptial avait été signé, et que selon ce contrat, tous les biens acquis par Alan avant leur mariage devaient revenir à ses enfants. Elle a proposé une autre piste, un cambriolage qui aurait mal tourné. Elle a souligné qu'elle avait remarqué plusieurs tiroirs entr'ouverts et le portefeuille d'Alan, laissé négligemment sur le comptoir de la cuisine. D'après elle, il contenait habituellement plusieurs centaines de dollars en liquide, ainsi que plusieurs cartes bancaires. Ce jour-là, tout aurait disparu. La maison des Helmick reflétait leur niveau de vie. C'était une demeure de gens aisés, remplie d'objets de valeur. Pourtant, les portes n'étaient jamais verrouillées. Myriam a affirmé qu'ils ne fermaient jamais à clé, ni le jour, ni la nuit. Aucun cadenas, aucun code, rien. Selon elle, il n'en avait jamais ressenti le besoin. Alan n'avait pas d'ennemis connus,
et le quartier était tranquille, peuplé de gens respectables. Ils vivaient sans peur. Interrogée sur d'éventuels conflits ou tensions professionnelles, Myriam a répondu qu'elle n'était pas impliquée dans les affaires de son mari. Elle ne pouvait donc rien dire sur d'éventuels concurrents ou personnes que son époux aurait pu contrarier. Lors du même interrogatoire, elle a également admis qu'Alan possédait plusieurs armes à feu, notamment une carabine de calibre 22 qu'il utilisait pour repousser les animaux sauvages. Elle a mentionné aussi un fusil de chasse et un pistolet, puis elle a évoqué l'état de santé d'Alan. Selon elle, il avait arrêté de fumer quelques années plus tôt à cause de son hypertension, mais après avoir arrêté, sa santé s'était détériorée. Il avait également été placé sous antidépresseurs, à la suite du décès brutal de sa première épouse, un traumatisme dont il ne s'était jamais vraiment remis. Juste avant sa mort, Alan attendait la visite de son fils, Alan Jr., qui vivait en Alaska. Le jeune homme venait de devenir père d'une petite fille et il devait régler quelques démarches administratives. Mais Myriam a précisé que les relations entre Alan et son fils étaient tendues depuis longtemps. Ils se disputaient souvent. Alan Jr. devait loger chez eux seulement pour 2 ou 3 jours, pas plus. Puis, soudainement, les choses ont changé. Alan a brusquement annulé la visite. Il a même été plus loin. Il a ordonné à Myriam d'appeler la police immédiatement si jamais son fils franchissait le seuil de la maison. Selon la veuve, Alan Jr., le fils d'Alan, se battait pour obtenir la garde de son enfant. Mais son propre père avait témoigné contre lui devant le tribunal, affirmant que l'enfant serait mieux avec sa mère. D'après Myriam, ce geste avait provoqué une rupture profonde entre eux et justifierait le refus catégorique de toute visite. Elle a même déclaré qu'Alan Jr. avait peut-être proféré des menaces contre son père, bien qu'elle ait admis ne pas en connaître les détails. Pour les enquêteurs, cela sonnait comme une tentative maladroite d'orienter les soupçons vers le fils du défunt. Mais ce qui a vraiment surpris les policiers dans tout ce récit, c'est l'attitude de Myriam. Elle restait distante, presque froide. Elle n'a même pas été capable de donner les adresses de résidence des enfants d'Alan, ni leurs âges. Pour une belle-mère mariée depuis plusieurs années, c'était pour le moins étrange. Quoi qu'il en soit, ses propos devaient être vérifiés. Josh, le parent qui séjournait temporairement chez eux, et Alan Jr. ont été interrogés. Tous deux ont rapidement fourni un alibi solide qui a été confirmé. Ils ont été écartés de l'enquête. D'autant plus que d'autres membres de la famille ont affirmé que le prétendu conflit entre père et fils n'avait jamais existé. C'était un mensonge, un de plus. Et pourtant, Myriam continuait d'affirmer qu'Alan n'avait aucun ennemi. Aucun. Jusqu'à ce qu'elle se souvienne, presque par hasard, d'un petit différend survenu quelques semaines avant la tragédie. Un entrepreneur, qui travaillait sur la propriété, avait eu un désaccord avec Alan. Ce dernier avait demandé un devis par écrit, puis avait tardé à payer. Finalement, il avait réglé sa dette en plusieurs fois au cours des semaines suivantes. L'affaire semblait close, banale, mais peut-être pas complètement. Les enquêteurs lui ont alors demandé si Alan possédait une assurance vie. Myriam a dit qu'elle ne savait pas, mais presque aussitôt, elle a mentionné que son mari devait environ 400 000 $ à des investisseurs, sur plusieurs projets. Ce détail a étonné les détectives, car quelques minutes plus tôt, elle avait affirmé ne rien savoir des finances de son mari. Soudain, elle a changé de ton. Elle a demandé aux enquêteurs s'ils la considéraient comme suspecte. Ils ont répondu franchement « Il y a des choses qui nous font douter ». Alors, dans un geste presque théâtral, Myriam a sorti de sa poche une pile de tickets de caisse. Des preuves de tous les endroits où elle avait fait ses courses le jour du meurtre. Walmart, magasin d'hiver, station-service. Tout y était. Comme si elle avait méthodiquement collecté chaque preuve pour construire un alibi. Comme si elle avait anticipé ce moment. Après l'interrogatoire, les enquêteurs ont saisi les vêtements qu'elle portait ce jour-là, ainsi que des prélèvements sur ses mains pour y rechercher d'éventuelles traces de poudre. Puis ils l'ont relâché. Le rapport d'autopsie, lui, a révélé l'horreur. Le corps présentait une blessure par balle à l'arrière du crâne. La balle était entrée par la nuque et avait traversé la boîte crânienne, atteignant directement la zone frontale du cerveau. Une lésion fatale, fulgurante. Alan était mort en quelques secondes à peine. Il s'était effondré au sol, ce qui avait provoqué une bosse à l'arrière de la tête. Aucune trace de lutte,
Aucun hématome défensif sur les bras ou le torse. Il avait été surpris, pris au dépourvu. Les analyses toxicologiques ont révélé la présence de caféine et de nicotine. Aucun alcool, aucune drogue, aucun médicament notable. C'était bel et bien un meurtre. D'après le médecin légiste, Alan est mort plusieurs heures avant l'arrivée de la police. Aux alentours de 8 à 9 heures du matin. Myriam avait quitté la maison à peu près à l'heure estimée du décès. Elle aurait donc très bien pu être présente au moment du meurtre. Pourtant, aucune trace de poudre n'a été retrouvée, ni sur ses vêtements, ni sur ses mains. Cela ne l'innocentait pas pour autant. Elle avait pu se changer et se laver soigneusement. Les enquêteurs ont obtenu l'accès au téléphone d'Alan. Tôt ce matin-là, il avait reçu un appel de sa fille qui lui avait parlé de documents à signer. Plusieurs appels provenant de numéros inconnus ont également été enregistrés. Peut-être des créanciers. Et après l'annonce de sa mort, le téléphone n'a cessé de sonner. Des amis, des proches, des membres de la famille inquiets. En quête d'indices supplémentaires, la police a interrogé Trish, la femme de ménage du couple, qui vivait non loin et connaissait la famille Helmick depuis de nombreuses années. Elle avait commencé à travailler chez eux du vivant de la première épouse d'Alan. Trish a raconté qu'elle était venue faire le ménage le 9 juin 2008, la veille du meurtre. Comme d'habitude, elle était entrée sans frapper. Les Helmick ne verrouillaient jamais leurs portes. À l'intérieur, elle a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Alan, d'ordinaire chaleureux et bavard, ne lui a même pas dit bonjour. Il est resté assis à la table, silencieux, l'air préoccupé. Il évitait son regard. Peu après, Myriam est arrivée, mais l'ambiance ne s'est pas détendue pour autant. L'homme était resté froid, presque absent. Trish a senti qu'il y avait quelque chose de cassé dans le couple, mais elle n'avait rien de plus concret à signaler. Les enquêteurs, de leur côté, ont commencé à creuser le passé de Myriam, et ce qu'ils ont découvert n'était pas anodin. Après les décès tragiques de sa fille et de son mari, Myriam avait eu des démêlés avec la justice. Elle avait même dû vendre des biens pour payer les frais liés à des poursuites. En interrogeant Christine, l'une des filles d'Alan, les détectives ont obtenu un nouvel éclairage. Son père avait effectivement connu des difficultés financières à cause de Myriam. Autrefois homme d'affaires prospère et père généreux, Alan s'était ruiné. L'achat d'un ranch, d'un studio de danse, les frais d'entretien des chevaux, cela l'avait vidé financièrement. Et le jour où sa voiture avait pris feu, c'est aussi le jour où il avait vendu son entreprise pour rembourser ses dettes. Et ce détail n'a pas échappé à Christine. Juste avant que l'incendie ne se déclare, Myriam était sortie précipitamment pour aller aux toilettes. Tout cela donnait l'impression d'une femme qui, une fois son mari vidé de ses ressources, cherchait à s'en débarrasser. En silence. Et rapidement. Autre élément troublant. Dans les derniers jours de sa vie, plus aucun proche d'Alan n'avait réussi à le joindre. Les filles du défunt étaient convaincues que Myriam faisait tout pour l'isoler, pour les tenir à distance. Grâce à Josh, qui séjournait régulièrement chez les Helmick, les enquêteurs ont aussi pu démonter plusieurs affirmations de la veuve. Certains de ces récits ne tenaient pas. Plus les détectives parlaient avec l'entourage d'Alan, plus ils découvraient de contradictions, de mensonges, de zones d'ombre. Ils étaient désormais convaincus d'une chose. Myriam avait un mobile financier clair. Elle continuait pourtant de nier. Elle assurait qu'elle n'avait aucun intérêt à la mort de son mari, en raison du contrat de mariage. D'après elle, tous les biens d'Alan devaient revenir à ses enfants. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. En réalité, la maison qu'ils avaient achetée ensemble pendant le mariage entrait dans le cadre des biens communs. Et en cas de décès d'Alan, Myriam héritait de la moitié. Et cette maison représentait une somme plus que conséquente. Au fil de l'enquête, de nombreux témoins ont pointé du doigt Myriam comme la seule personne capable d'avoir tué Alan. Certains allaient même plus loin. Ils pensaient que la dégradation soudaine de sa santé, quelques semaines avant sa mort, était due à un empoisonnement progressif. Les symptômes qu'il présentait ressemblaient, en effet, à ceux provoqués par certains types de poisons. Cependant, l'autopsie n'a révélé aucun toxique dans son organisme. Mais cela ne prouvait rien. Il était possible que son corps ait éliminé les traces avec le temps, rendant la détection impossible. L'hypothèse restait donc ouverte. Wendy, l'autre fille d'Alan, a également apporté un témoignage troublant. Elle avait vécu un temps sous le même toit que son père et Myriam, et quelques mois avant la tragédie,
elle avait observé un comportement pour le moins inquiétant. Elle avait surpris Myriam en train de prendre le téléphone d'Alan sans sa permission. Elle était convaincue que la femme l'éteignait, le dissimulait, voire répondait elle-même aux messages, pour empêcher Alan de rester en contact avec ses proches. Et effectivement, c'est à cette période que tous les membres de la famille ont commencé à avoir des difficultés à le joindre. Les enquêteurs ont alors décidé d'étudier de près les circonstances du décès de la fille de Myriam et de son premier mari, Jack. Et là encore, l'ombre du doute s'est épaissie. La fille de Myriam était officiellement morte d'une surdose de médicaments, mais personne ne savait comment elle avait pu ingérer une dose aussi élevée. On a appris qu'elle était très proche de son père, mais qu'elle était en conflit avec sa mère. 2 ans après ce drame, Jack, le mari de Myriam, est lui aussi décédé, dans des circonstances étrangement similaires. Il s'était soi-disant suicidé, une balle dans la tête, mais les experts ont noté un détail troublant. La balle était entrée du côté droit, alors que Jack était gaucher. Il aurait donc dû se tirer dessus de l'autre côté. Un détail qui change tout. À ce moment-là, la seule personne présente dans la maison, c'était Myriam. Et ce n'est pas tout. Elle était la bénéficiaire des assurances vie de sa fille et de son mari. Elle a reçu l'argent très rapidement. Et tout a été dépensé tout aussi vite. Mais 6 mois plus tard, un juge a ordonné que la moitié de la somme perçue pour Jack revienne à l'enfant qu'il avait eu d'un précédent mariage. Sauf qu'il n'y avait plus rien à récupérer. Myriam avait déjà tout dépensé ou dissimulé. C'est à ce moment qu'elle a quitté la Floride, fuyant aussi discrètement que possible pour s'installer dans le Colorado, là où elle est entrée dans la vie d'Alan Elmick. En grattant davantage, les enquêteurs ont mis au jour une véritable toile d'arnaque et de fraude. Myriam avait été mêlée à des affaires de chèques falsifiés, de vols, d'usurpation d'identité. Elle avait changé plusieurs fois de nom et de domicile, déménageant de plusieurs États. À chaque fois, elle laissait derrière elle un sillage de victimes et de dossiers troubles. Elle avait même échappé de justesse à une inculpation dans un État frappé par l'ouragan Katrina, en disparaissant sans laisser de traces. Et surtout, elle avait menti. Elle affirmait ne rien toucher si Alan mourait. Mais les enquêteurs ont découvert l'existence d'une assurance vie de 250 000 $ souscrite au nom de Myriam. Ce contrat avait été signé pendant le mariage, et il faisait d'elle l'unique bénéficiaire. Et ce n'est pas tout. Peu de temps avant la mort d'Alan, Myriam avait tenté d'augmenter le montant de son assurance vie à 2 millions de $. Mais sa demande avait échoué. Lorsque la veuve s'est présentée pour encaisser l'assurance existante, on lui a annoncé que ce ne serait pas possible. La raison ? Alan avait raté un paiement au printemps, et ce retard n'était pas anodin. Les notifications de la compagnie d'assurance avaient été envoyées par téléphone. Et à ce moment-là, Myriam faisait tout pour limiter l'accès de son mari à son propre portable. Il n'avait donc jamais reçu l'alerte. Quelques semaines plus tard, une amie proche de Myriam a rapporté un événement étrange. 2 semaines après le meurtre, Myriam l'a appelée, paniquée. Elle disait qu'un inconnu s'était introduit chez elle pendant son absence. L'amie lui a proposé de venir dormir chez elle, ce que Myriam a accepté. Le lendemain, elles sont allées ensemble à la maison d'Alan. En arrivant, elles ont trouvé une enveloppe jaune glissée sous le paillasson. À l'intérieur, une carte, mal rédigée, truffée de fautes, dans laquelle quelqu'un affirmait qu'Alan n'était qu'une victime de plus dans la vie de Myriam et qu'il ne serait pas le dernier. Le message faisait clairement allusion à son premier mari et à sa fille décédée. Myriam a immédiatement appelé son avocat. Mais ce qui a surpris son amie, c'est qu'elle a refusé d'alerter la police. Elle a prétendu craindre pour sa vie, pensant que l'auteur de la lettre pourrait revenir. Elle a aussi raconté qu'elle avait vu des voitures suspectes rôder autour de chez elle et qu'elle avait entendu des bruits étranges la nuit, juste avant le crime. Les enquêteurs ont récupéré la lettre et ont lancé une analyse. Rapidement, ils ont découvert que la carte provenait d'une collection rare, vendue uniquement dans une poignée de magasins. Et en retraçant les ventes, ils sont tombés sur une preuve irréfutable. Les caméras de vidéosurveillance ont filmé Myriam elle-même, achetant cette carte précise. Elle se l'était envoyée à elle-même. Une mise en scène, le vendeur l'a reconnue. Il s'en souvenait parfaitement, et l'enquête a continué de dévoiler l'ampleur de son cynisme et de son passé criminel. Les policiers ont appris que Myriam avait déjà volé ses propres parents.
Elle avait cambriolé son père, déclenché un incendie dans sa maison, puis s'était dirigée vers un autre État pour y dépouiller sa mère. Elle s'était ensuite enfuie au Mississippi. Elle avait escroqué plusieurs amis, volé des employeurs, toujours en changeant de nom, d'identité, de ville. Un véritable parcours de prédatrice. Puis, un détail financier a refait surface. Sur le compte bancaire d'Alan, des transactions suspectes ont été détectées. Le personnel de la banque avait repéré des mouvements étranges et un conseiller avait même pris rendez-vous avec lui pour en discuter. Alan avait été averti, mais il ne savait rien. Pourquoi? Parce que Myriam cachait toujours son téléphone. Le conseiller, lui, n'a jamais eu le temps de le rencontrer. Alan a été tué avant. Au total, plus de 140 000 $ ont été retirés de ses comptes en quelques jours. Pourtant, aucune dépense majeure n'avait été effectuée. Il n'y avait aucune trace d'achat, ni de projets approuvés par son comptable. Ce n'était pas dans ses habitudes. Alan planifiait toujours ses dépenses importantes. Il consultait systématiquement ses partenaires. Mais cette fois, rien n'avait été coordonné. La veille de sa mort, il était visiblement troublé, selon Trish, la femme de ménage. Il est donc probable qu'il ait découvert ses retraits et qu'il ait commencé à comprendre. Cela aurait-il pu sceller son sort? Quand les autorités ont finalement décidé de procéder à l'arrestation de Myriam, il était trop tard. Elle avait déjà quitté l'État du Colorado. Ils l'ont retrouvée en Floride, chez son fils. Avant de fuir, Myriam avait pris soin d'emporter tous les objets de valeur restants dans la maison de son défunt mari. Myriam ne s'est pas arrêtée là. Peu après la mort d'Alan, elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Dans son profil, elle précisait rechercher un homme riche qui gagnerait au minimum un demi-million de dollars par an pour satisfaire tous ses besoins. Sans complexe, elle se définissait auprès de ses amis comme une chasseuse de fortune, une chercheuse d'or, une prédatrice assumée d'hommes fortunés. Lors de la perquisition dans la maison d'Alan, les enquêteurs ont analysé l'ordinateur du couple et ce qu'ils ont trouvé les a glacés. Parmi les recherches Internet figurait une série de requêtes sur les méthodes pour euthanasier des chevaux, les doses exactes de sédatifs, de somnifères, de poisons et même de Viagra, ainsi que leur dangerosité. Le plus troublant, Alan ne s'occupait pas du tout des chevaux. C'était Myriam qui gérait cette partie. Ses recherches, manifestement, venaient d'elle. Ce détail relançait les soupçons d'empoisonnement, déjà partagés par les proches d'Alan, et l'ombre de son passé ressurgissait une fois de plus. Sa fille était morte d'une overdose de médicaments sur ordonnance. Le lien paraissait glaçant, d'autant plus qu'aucun animal malade n'était recensé chez eux. Il n'y avait aucune raison de chercher comment tuer un cheval. Le 8 novembre 2008, Myriam, 51 ans, a été arrêtée et inculpée pour meurtre au premier degré. Bien que le parquet ait réuni une quantité impressionnante d'éléments à charge, aucune preuve directe ne liait Myriam au crime, ni témoin, ni aveu, ni arme retrouvée. L'accusation estimait qu'elle avait tenté de tuer Alan Elmick dès le printemps, notamment en provoquant un incendie de voiture avec une corde imbibée d'essence, une méthode qui rappelait étrangement le film No Country for Old Men, dont un DVD a été retrouvé chez elle. La justice a fixé sa caution à 2 millions de dollars et Myriam est restée en détention. L'enquête a révélé qu'elle avait utilisé de multiples faux documents et usurpé plusieurs identités. Pour le procureur, elle était une manipulatrice professionnelle, menteuse chronique, et son passé regorgeait de contradictions et de victimes. Lors du procès, la défense a insisté sur l'absence de preuves directes, notamment l'absence de l'arme du crime. Myriam a témoigné pour sa propre défense, mais son discours a été perçu comme maladroit, incohérent et peu crédible. Les jurés n'ont pas été convaincus. Elle a été reconnue coupable du meurtre prémédité d'Alan, d'une tentative de meurtre par incendie et de falsification de documents. La peine, 108 ans de prison. Après le verdict, le parquet a envisagé de la poursuivre pour les morts suspectes de sa fille et de son ex-mari Jack, mais les preuves étaient insuffisantes. Officiellement, Myriam n'a été condamnée que pour le meurtre d'Alan Elmick. Mais pour beaucoup, elle était bien plus qu'une simple veuve noire. Merci d'avoir suivi cette affaire glaçante jusqu'à la fin. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers des affaires criminelles. À bientôt!